sais, l'industriel, d'habitude, il n'a pas beaucoup de cash. C'est le commerçant qui peut toujours se retrouver avec du cash. Cela, il faut également que les banques le sachent. Oui, je suis l'actionnaire majoritaire. Certaines choses, on peut les faire tant qu'on reste à une étape artisanale. Où c'est 5 paires, c'est 3 paires, c'est 2 paires, c'est 10 paires. Mais à un certain niveau, il nous faut standardiser. Et nous donnons une importance capitale à la qualité de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, plus de 70% de nos produits sont faits à la main. Nous avons tout structuré. Nous avons les experts comptables qui sont là. Nous avons les comptables qui sont là. Nous avons également les commerciaux qui sont là. Toi, dans ton parcours entrepreneurial jusqu'à présent, tu as été confronté peut-être aux banques. Si oui, quelle est ton expérience? Alors, mon expérience, j'ai eu de bonnes comme de mauvaises expériences, de moins bonnes. Effectivement, les banques ne sont pas des enfants de cœur. Je pense qu'ils sont d'abord là pour leurs intérêts. Des fois, c'est dommage et c'est compliqué pour les startups. Je pense que le premier problème, c'est un problème de confiance. Il n'y a pas la confiance entre les deux parties. Il n'y a pas de confiance mutuelle. Les uns pensent que les autres vont venir les gruger et leurs entreprises ne sont pas stables. Ils vont faire des détournements d'objectifs et de fonds. Et les autres se disent qu'on nous taxe beaucoup trop par rapport au taux d'intérêt et par rapport aux contraintes et même comment les contrats sont libellés. Et d'autres voient que l'offre de la banque classique n'est pas adaptée à la start-up africaine, surtout qui est dans le secteur de l'artisan, qui est le secteur que je maîtrise. Et comme j'ai l'habitude de le dire, tant qu'on n'arrivera pas à avoir des packages qui répondent aux besoins réels des entreprises ou des startups artisanales ou du secteur primaire, nous aurons du mal à faire développer ou à faire décoller ces secteurs qui pourtant ont plus de valeur ajoutée ou peuvent avoir plus de valeur ajoutée que le secteur tertiaire. Mais à quel niveau tu vois l'inadéquation? Dans les attentes des banques? Où est-ce que ça ne matche pas? L'inadéquation, c'est plus au niveau, oui, des attentes et des requêtes des banques. Aujourd'hui, tu ne peux pas demander à une entreprise qui domicilie 100% de ses fonds chez toi, qui est une petite entreprise, tu ne peux pas lui demander un certain niveau de garantie hypothécaire. Ce n'est pas raisonnable. Surtout quand il y a des garanties derrière qui ont été prises par l'État ou par des organismes internationaux. On se bat pour ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire à une entreprise, effectivement, les banquiers ont l'habitude de te dire on ne finance pas du long terme sur du court terme. C'est-à-dire que quand tu viens rechercher un fonds de roulement avec des besoins en investissement qui sont globaux, on peut te dire pour le fonds de roulement, on va te financer pour 1 an, 6 mois, 2 ans en crédit spot, le reste en investissement. Mais celui qui n'a pas les entreprises qu'il faut derrière, autour, dans sa chaîne de valeur, pour pouvoir avoir à temps voulu ce qu'il veut, il ne peut pas te payer ton argent au bout d'1 an. Il a besoin que cet argent tourne une deuxième, une troisième, une quatrième fois pour pouvoir être rentable réellement. Et ça, c'est un problème auquel on est confronté, nous, dans ce secteur. Quand tu es dans les services ou dans la prestation intellectuelle, où tu as toute ta matière première, tu n'as pas ce problème. Quand tu es dans l'agriculture, où tout est là, par exemple, tu cueilles, tu transformes, là, tu peux, oui, prendre et rembourser au bout de 6 mois, 1 an. Mais quand tout vient de l'étranger, ce n'est pas du tout évident. Donc, je pense qu'au niveau des requêtes, il y a un problème. Au niveau des attentes, il y a un problème. Oui, mais là, tu parles juste des attentes des banques qui ne sont peut-être pas effectivement en adéquation avec la réalité des entreprises. Oui. Mais est-ce que tu ne dis pas aussi que les entreprises, malheureusement, dans nos pays, ne se formalisent pas assez? Beaucoup sont soit dans l'informel, soit même celles qui sont réellement régularisées, n'ont pas de comptabilité réellement sérieuse ni tenue. Je veux dire, pour qu'une banque vienne te prêter de l'argent, et même tout le monde, on a besoin de savoir ce que tu fais, Oui. que tu as des documents pour pouvoir le présenter. Oui. Et ça, on n'en parle pas assez, les entrepreneurs. À force de tirer sur les banques, on ne leur dit pas assez. Formalisez-vous, travaillez sérieusement, ayez des bilans comptables, ayez des documents financiers, tracez tout ce que vous faites rentrer et sortir. Ce discours, on ne le tient pas beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec toi et j'ai l'habitude de le dire. La formalisation ne se limite pas à la création de l'entreprise au niveau de la structure dédiée. Au-delà de ça, il y a la tenue de la comptabilité, il y a la tenue de tout ce qui tourne autour des finances, des projections. Et ça, comme je dis, ça ne nécessite pas juste un comptable, ça nécessite également un expert financier et un expert comptable pour pouvoir se déclarer, payer les impôts
d'accord, et faire tout ce qui est nécessaire à ce niveau. Donc ça, oui, c'est un réel problème. Tant qu'on ne le fait pas, on ne peut pas avoir la confiance des banques. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est l'historique. Il est important d'avoir l'historique. Et s'il y a un conseil que je peux donner aux entreprises par rapport à ça, c'est d'essayer de rester constant avec une ou maximum de banques pendant un moment pour avoir une bonne historique. Au lieu de s'éparpiller à avoir 3-4 comptes dans plusieurs banques et ne pas avoir des revenus conséquents dans ces différentes banques-là. On risque d'avoir des soucis à un moment donné quand tu vas aller même vers d'autres banques. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, au-delà de ces entreprises qui ne sont pas formalisées comme il se doit et qui veulent des prêts ou des accompagnements, il y a d'autres qui se sont bien formalisées, qui sont bien structurées, mais qui rencontrent d'énormes problèmes avec les banques. Et comme je dis, c'est toujours l'inadéquation entre l'offre et la demande des banques et des entreprises, des petites entreprises, des startups, et surtout qui sont dans le secteur primaire. J'insiste dessus. Parce que c'est un secteur où, même si toi tu es structuré, une bonne partie des parties prenantes qui sont autour de toi ne le sont pas. Ça, c'est un problème. Les besoins que tu as toi en tant qu'industriel, ça les gens l'oublient. Tu sais, l'industriel, d'habitude, il n'a pas beaucoup de cash. Parce qu'il est appelé à réinvestir une bonne partie de ce qu'il a dans la matière première, dans ses outils de fabrication. Tout à fait. C'est le commerçant qui peut toujours se retrouver avec du cash. Oui, parce qu'il vend, il prend, il réinvestit pour directement acheter. Voilà. Et cela, il faut également que les banques le sachent. Une entreprise peut avoir une bonne santé financière, faire passer 2 milliards dans son compte en un an, mais qu'à la fin de la journée, qu'elle n'ait pas 100 millions en cash. C'est vrai. Et elle est bien portante. Mais des fois, ça pose problème au niveau de certaines banques. Ouais. Alors, aujourd'hui, tu as choisi une stratégie d'expansion. Oui. Tu as pris le risque de sortir de ton pays, de base, le Sénégal. Tu es d'abord en Côte d'Ivoire. Apparemment, ça s'est tellement bien passé que maintenant, tu es allé à Kigali. Comment tu fais pour gérer la traçabilité et la sécurisation de tes opérations dans chacune de ces pays quand on sait qu'il y a malheureusement un grand risque de détournement de la marchandise, de l'argent? On connaît tous des histoires d'entrepreneurs qui te disent comment les propres salariés sont devenus des stratèges en vol. Oui. Comment toi tu fais pour être tranquille, dormir le soir alors que tu as du stock à gauche, à droite? Comment tu fais ça? Alors, déjà, il y a un bon système de contrôle au sein de l'entreprise. Et d'autre part, il y a des personnes de confiance qui sont là, qui gèrent le business dans les différents pays, que ce soit à Kigali, à Dakar et à Abidjan. Nous avons également un cabinet d'expertise comptable qui nous accompagne, qui suit nos comptes, qui regarde également l'évolution des dépenses et des différentes opérations avec les banques, qui arrive à assurer aujourd'hui tout ce qui se passe au niveau de l'entreprise. D'accord? Maintenant, au-delà de ça, il peut toujours y avoir quelques problèmes, mais l'essentiel, c'est que ce ne sont pas des problèmes, en tout cas, on n'est pas encore arrivé à ce niveau, qui peuvent affecter le bon fonctionnement du business. Et quels sont les problèmes que tu rencontres donc dans tes différentes boutiques aujourd'hui? Alors, les problèmes qu'on rencontre, il y a d'une part les problèmes de stock, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on est une entreprise semi-industrielle, voire artisanale, d'accord? Les gens peuvent venir voir certains produits exposés ou qu'ils l'ont vu sur Internet. Ils arrivent à la boutique à cause de la demande qui est supérieure à l'offre, ils ne les retrouvent pas. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans notre manière de nous approvisionner, nous prenons plus des chutes de cuir que des rouleaux de cuir. D'une part, ça nous permet d'avoir des pièces limitées. Tout le monde n'a pas la même chose. Ce qui veut dire que d'un autre côté, tu peux voir un produit demain et tu ne le retrouves pas. D'accord? Mais également, nous n'arrivons pas forcément à reproduire les mêmes choses. Il y a un bon côté, il y a un mauvais vis-à-vis des clients. D'accord? Ce qui nous a amené à un moment donné à arrêter les commandes. Ah oui? Et ça, je profite de l'émission pour en parler parce que ça a créé beaucoup de frustration. Les gens nous ont dit, mais non, on veut commander. Vous dites que vous ne prenez pas de commande, vous avez trop d'argent, alors que non. Non. Et là, je vais profiter de l'émission pour expliquer le pourquoi. Oui. Et au demeurant, ils verront avec d'autres entreprises comment ça se passe aujourd'hui, Philippe. Quand tu produis 50 paires par jour, oui,
Tu as 100 clients. L'un veut du jaune, l'autre veut du orange, l'autre veut du mauve, l'autre veut du doré. Au niveau de ta chaîne de production, comment est-ce que tu vas faire pour prendre toutes ces couleurs-là, 5 modèles différents, et les poser sur la chaîne et t'en sortir? Ce n'est pas possible. Non. Certaines choses, on peut les faire tant qu'on reste à une étape artisanale, où c'est 5 paires, c'est 3 paires, c'est 2 paires, c'est 10 paires. Mais à un certain niveau, il nous faut standardiser, il nous faut sortir des séries pour pouvoir répondre aux besoins autant pour moi. Et c'est dans le temps qu'on a évolué vers ça et où on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de tensions entre les clients et notre production et les commerciaux. C'est là où on s'est adapté pour trouver cette solution où maintenant on sort, on vend ce que l'on a. Maintenant, de côté, nous allons lancer un service bespoke. Nous allons lancer un programme de fidélité qui feront que les clients qui sont arrivés à ce niveau, qui arrivent à avoir certains points, pourront bénéficier de ces avantages-là. Voilà. Très intéressant. Et c'est ça qui vous a conduit dans la situation de rupture. Vous n'avez pas communiqué dessus à l'époque? Alors non, on n'a pas communiqué dessus. On l'a fait et c'est comme ça, dans le feu de l'action, qu'on disait aux clients que pour le moment, on ne prend plus de commandes. Maintenant, on produit, ils prennent ce qui est disponible. Et on était en train de préparer une interview pour en discuter parce que je pense que quand même, il est important à un moment donné de donner l'information et d'éduquer également les clients par rapport au développement de ces secteurs-là. La plupart n'y étaient pas habitués. On voyait juste de petits ateliers qui produisaient, tu en as besoin, tu viens, ça prend 1 jour, 2 jours. Mais nous donnons une importance capitale à la qualité de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, plus de 70% de nos produits sont faits à la main. Et ça prend du temps. Comment on fait pour s'assurer que M. Marat ne se sert pas dans les caisses de Maraz? Alors parce que ça, c'est un problème qu'on a beaucoup dans nos pays. C'est un problème, exactement. Mais nous, on n'ose pas. On n'ose pas, et c'est ce que je dis. Nous sommes en période d'investissement. Aujourd'hui, ceux qui nous écoutent et qui travaillent avec nous savent que depuis le début, on réinvestit tout ce qui se fait, tout ce que la boîte génère. Nous avons tout structuré. Nous avons les experts comptables qui sont là, nous avons les comptables qui sont là, nous avons également les commerciaux qui sont là, qui ne vont pas nous laisser faire cela. Parce qu'ils savent que chacun dans la boîte est à son niveau de responsabilité, doit protéger ce qu'on lui a confié pour qu'à la fin de l'année, que l'on puisse faire le point et que chacun puisse dire voici ce qui a été fait. Maintenant, il ne peut pas manquer des fois qu'il y ait certains besoins que tu puisses prendre, mais tu vas ramener. Ça, c'est de 1. De 2, ce que je peux dire, c'est que moi, à titre personnel, j'ai à maintes reprises mis mon argent dans le compte courant associé. Parce que j'ai également mon business de consulting à part, à côté, qui me permet, quand il y a des moments tendus, ou quand on doit, par exemple, s'approvisionner et qu'il n'y ait pas assez de cash pour l'approvisionnement, que je puisse dire, écoutez, je prête ça à la boîte, d'accord, par rapport à moi, mes missions, et le moment venu, dans 1 an, dans 2 ans ou dans 6 mois, en fonction des flux, que l'on puisse rembourser. Voilà. Mais j'avoue que ce n'est pas évident, surtout au début, et ça ne se passait pas comme ça au début. Voilà, parce qu'au début, on n'avait pas autant de business model. Oui, des fois, il ne manquait pas que je puisse utiliser l'argent de la boîte pour régler certains problèmes, mais je m'assurais à chaque fois, soit je le déduis du salaire, ou je rembourse au moment venu ou au moment des dividendes. Ok. Du coup, en tant qu'entrepreneur, ce que je voulais te demander, tu te rémunères en salaire et en dividende? Oui, tout à fait. D'accord. Tu es l'actionnaire majoritaire unique? Oui, je suis l'actionnaire majoritaire. Ok. Jusqu'à l'année passée, j'étais l'actionnaire unique. Là, on a fait une ouverture de capital pour un pourcentage. Donc aujourd'hui, on a un autre actionnaire qui est là. Qu'est-ce qui a motivé ça de ton côté? Ce qui l'a motivé, c'est d'une part, on a senti ce besoin au niveau même du conseil d'administration d'avoir quelqu'un qui va nous apporter un plus et également de nous donner un peu d'apporter un peu plus de cash, surtout sur les investissements immatériels qui n'ont pas un impact automatique et dont la rentabilité ne se calcule pas sur 1 an, 2 ans. Donc c'est pourquoi on a laissé entrer une personne pour le moment, mais on sait que c'est une personne qui est avec nous, qui comprend la vision et sur qui nous pouvons compter quand il y aura des soucis et également sur qui nous pouvons compter par rapport à son expertise et son expérience.